Quand tu as la personne que tu aimes qui veut réaliser un rêve de gamin, ben, la seule chose que tu peux faire, c'est faire le maximum pour l'aider à le réaliser. J'ai la puissance d'une perceuse, d'une petite perceuse, et je traverse les États-Unis avec un moteur aussi gros qu'une perceuse. Donc dans les montées, pour lui donner un petit coup de main, sinon il crame. Here, this is Route 66, and we're in Chelsea, Oklahoma right here. This is Chelsea, Oklahoma. Oh, we became the United States, you know, it just switched the border. Refugees destroying all of our countries. Guns are great. You can shoot anything you want. For me, it's not 2,500 miles. For me, it's 60 miles a day. 60 miles a day. Here comes the sun, do 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 do. Here comes... Ce qui est très très chouette dans cette aventure que vous proposez, c'est qu'on sent vraiment que c'est une aventure à la fois bien sûr personnelle, mais surtout amicale et familiale quelque part. On sent qu'il y a une multitude de gens qui se sont greffés à ce beau projet de documentaire, que ce soit Christophe, donc alias Mister Emma, ou des proches de la famille. Alors je voulais savoir un petit peu comment ça s'était mis en place, ce match entre initiative personnelle de vous, Michel, et votre souhait de le suivre dans cette aventure. Ben, c'est le grand cœur de Michel. C'est Michel qui est là en train de dire j'ai envie de faire cette aventure-là et si vous avez envie de venir, venez. Alors, ben, nous, on s'est joints à eux et puis d'autres personnes, effectivement, avaient du temps et ont voulu partager l'aventure également avec Michel et son épouse Laure. Et vous dites vous parce qu'il y a bien sûr votre nom générique, il y a aussi celle de Didier Mine, il y a toute une équipe, j'imagine, derrière. Une équipe assez restreinte parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le tournage. Et donc, on est parti à 3, donc Didier Mine, son frère Geoffroy Mine et moi-même. D'accord. Et donc vous, Michel, c'était un rêve de gosse finalement de faire cette route 66 à vélo. Comment ça a germé cette idée de le faire à ce moment-là précisément? Je fais de la radio depuis 1978. Donc, en 1980, on était dans un studio de radio libre à l'époque. Et on était 4 gros malades des États-Unis. Et on s'est dit, tiens, notre rêve, c'est d'acheter une petite moto en occasion à Chicago et aller jusqu'à Los Angeles et la revendre. Comme faisaient beaucoup de jeunes à l'époque, etc. Et le seul qui est parvenu à le faire, ben c'est moi, au bout d'une trentaine, quarantaine d'années, quoi. Oui, de tous ses amis, en fait, ben, c'est le seul qui a réalisé son rêve. Oui, parce que de la moto, on a quand même troqué le vélo solaire, donc c'est totalement différent dans la démarche finalement. Oui, mais bon, c'est justement, on est à la limite, on était vraiment à la limite de la technologie pour pouvoir faire un véhicule énergétiquement complètement autonome. C'est-à-dire qu'un véhicule avec lequel on monte simplement sur le véhicule, on n'a pas besoin de mettre un apport d'énergie, soit un apport d'énergie électrique, soit un apport d'énergie chimique, par exemple. Tout ce qui est essence, diesel, etc. Et on était juste à la limite de pouvoir le faire. Et bon, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, ben, j'étais dans un garage, j'ai eu l'occasion d'avoir ici des amis qui m'ont prêté un garage. Et dans ce garage, j'ai commencé à faire des recherches. Et après le 3e prototype, parce que c'est assez marrant ici dans le quartier, on me voyait d'abord comme un espèce d'hurluberlu
un doux rêveur dans le quartier. Puis à un certain moment, quand ils ont vu le troisième prototype qui fonçait à 32 km/h sans batterie, là, ils se sont dit, oh là, il arrive à des choses un peu plus constructives. Et c'est avec ce prototype que je suis monté jusqu'à Chicago. J'ai aussi mis des batteries de drones à l'intérieur des batteries de lithium polymère parce que je n'étais pas certain d'avoir du soleil, que la route 66 soit plate, et très loin d'être plate, et de pouvoir avoir assez d'énergie, rien qu'avec le soleil, avoir les 600 watts d'énergie pour faire avancer un vélo de 500 watts. Et ça réussit. J'ai roulé 150 km dans le désert d'Arizona sans batterie. Et j'ai fait les 4000 km sans une goutte d'essence et sans un apport d'énergie. Pour répondre à la question de la moto, je pense que le rêve de la moto était le rêve du siècle dernier, et le vélo solaire est le rêve de ce siècle, c'est de décarboner la mobilité. Et je pense que Michel prouve que c'est tout à fait possible. Alors effectivement, c'est un prototype, mais comme il le dit si bien dans le film, il a apporté sa pierre à l'édifice et au suivant d'aller un peu plus loin. C'est ça, c'est qu'il y a énormément de thématiques en fait qui sont abordées dans ce documentaire, alors que ce soit en effet l'aspect, disons, plus écologique, en tout cas l'envie de mettre cette thématique-là en avant, mais il y a aussi celle de montrer que finalement la ligne de chemin de fer et le développement de certains autres moyens de transport ont malheureusement délaissé toute une série de populations aux États-Unis qui peuplent finalement l'ancien tracé, enfin le tracé toujours actuel, mais qui est moins emprunté de la route 66. Et ça, ce sont des regards que vous apportez, vous, à travers les rencontres que vous faites et ce que vous filmez des témoignages des personnes. Alors, comment vous avez sélectionné, entre guillemets, j'imagine qu'il y avait des heures et des heures de témoignages et de personnes rencontrées. Comment vous avez ciblé ces personnalités-là en particulier? Finalement, très très peu en fait. On n'a pas beaucoup sélectionné. On rencontrait les gens, quand on trouvait les personnes sympathiques, on les filmait, et vous avez quand même une grosse majorité des gens qu'on a interrogés qui sont dans le film. Donc, on pourrait penser qu'on a pris les personnes les plus typées, pas du tout. Je pense qu'on a vraiment là un panel des Américains que nous avons rencontrés, extrémistes, sympathiques, jeunes, vieux, issus plutôt de plusieurs générations des États-Unis ou nouvel arrivants. Ils sont tous représentés par nos rencontres qu'on a fait, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, lorsqu'on a fait le montage, on a remarqué qu'on avait un panel de personnalités totalement différentes et qui permettait quelque part de dresser ce portrait de ce qu'on appelle ici en Europe l'Amérique profonde. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être ce pensionné qui parle de Michel en des termes très affectueux. Hein. Ça a l'air d'être quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être ces deux jeunes qui, en effet, évoquent le plaisir de manipuler des armes à feu. Donc, c'est finalement un large éventail de personnalités. Oui. Le pensionné en question est juste un tenancier d'un motel qui, lorsqu'on l'a contacté en disant qu'on allait venir dans son motel, a été ravi en fait il voulait absolument qu'on s'arrête chez lui parce qu'il voulait absolument voir l'engin de Michel. Mais Michel ne le connaissait absolument pas. C'était pas du tout à l'époque un ami, une connaissance. C'est vraiment quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on a contacté pour pouvoir aller loger chez lui. Et voilà, et je pense que Michel peut expliquer comment les Américains réagissaient à le voir en fait, sur son drôle d'engin. Et c'est vrai que tout le monde s'arrêtait et se demandait qui était-il et que faisait-il avec son drôle d'engin. Mais même dans un pays où le pétrole est roi, on voit qu'il y a un intérêt énorme par rapport à cette nouvelle technologie. Et beaucoup de personnes, et on le voit également dans le film, s'intéressaient à lui et à sa technologie. Mm-hmm. Il y a une deuxième personne aussi qui est assez âgée, qui est le voisin Bill. Et le voisin Bill qui explique, etc., qui je suis, quoi, comment, et un peu, il me fait mon CV, quoi. Et cette personne, c'était simplement le voisin qui passait devant le garage et qui voyait
Il me dit, mais tu es Henry Ford? Je dis, ben non, je ne suis pas Henry Ford. Oui, tu es occupé tout seul dans un garage, occupé à essayer de refaire le monde. Ben, je dis, ben non, simplement, je mets ma petite pierre à l'édifice pour faire avancer les choses, c'est tout. Et bon, ben, il y a Walt Disney qui disait, if you can dream it, you can do it. Ben, je l'ai fait. Oui. Ouais, Et c'est exactement la morale du film, je pense que, enfin, c'est en tout cas le message que Michel fait toujours passer, c'est ça. En vulgaire, on dirait bougez-vous les doigts du cul et faites ce que vous avez envie de faire, et c'est possible. C'est vrai. Et moi, il y a une autre réplique de Walt Disney que j'adore, c'est n'oubliez pas, tout a commencé avec une souris. Alors, dans quelques années, on pourra dire tout a commencé avec un petit vélo, finalement, de la puissance d'une perceuse. Oui. Oui, tout à fait. Et bon, ben, moi, je suis occupé sur le proto numéro 4, et le proto numéro 4, ce sera sans la remorque, et ce sera un véhicule 100% énergétiquement autonome. C'est-à-dire qu'on est sur le point de pouvoir le faire, c'est-à-dire on ne sait pas encore faire une voiture, c'est-à-dire une voiture avec la carrosserie qui serait complètement en fibre de carbone et avec des panneaux solaires, mais un véhicule léger, on sait le faire. Et plus jamais vous devez le mettre dans une prise, plus jamais vous devez le mettre aller à une pompe à essence ou quoi que ce soit. C'est ça l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas une centrale électrique, une centrale nucléaire qui va vous donner de l'énergie pour remplir son réservoir virtuel, ses batteries, etc., pour rouler. C'est un véhicule qui autogénère lui-même sa propre énergie. Et là, c'est bon, mis à part la construction qui a quelques kilos de CO2, etc., équivalent CO2, mais sinon, à part ça, c'est plus de pollution, plus rien. Il y a une évolution technologique assez importante parce qu'entre le moment où Michel a décidé de faire son vélo solaire et le moment où il est parti, il y a déjà une énorme évolution qui lui ont permis, en fait, avec 2 panneaux solaires, de faire ce qu'il a fait. Sinon, quelques années plus tôt, il lui en aurait fallu 4, je pense. Michel, tu vas pouvoir compléter ça. Mais aujourd'hui, on a également des panneaux solaires qui ne ressemblent plus à des panneaux solaires. On le voit dans l'architecture. On a des pixelisations qui sont mises sur les façades, sur les fenêtres. Vous avez du béton qui peut être capteur d'énergie également. Et donc, il y a une évolution technologique qui est là. Et donc, on attend ça, que ce soit Michel ou d'autres, pour effectivement faire évoluer la technologie et les moyens de transport ou d'habiter. Quand j'ai commencé en 2010-2011, un panneau solaire faisait, de la même surface, faisait 15 watts. Maintenant, les panneaux solaires que j'ai utilisés en 2016-2017, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon permis, c'était en 2017, c'était déjà 100 watts. Et maintenant, ce sont des panneaux solaires super légers, à un rendement d'entre 20 et 21%. Maintenant, on est déjà 23-24%. Donc, chaque fois, on économise de la surface et on augmente la puissance, c'est en économisant la surface. Donc, d'ici à moyen terme, pas à court terme, mais à moyen terme, on pourrait envisager de fabriquer une sorte de véhicule, de voiture énergétiquement autonome. Oui. Et vous parlez justement de fabriquer. Moi, j'ai envie de passer un peu à la fabrication de ce documentaire. Donc, j'imagine qu'il y a eu énormément d'images captées vraiment sur le moment, mais qu'il y a eu une petite part de scénarisation quelque part. Il y a certaines très, très belles images qui permettent parfois de voir le vélo avec d'autres grands moyens plus rapides. Il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit, allez là, on va pouvoir faire une super scène, on stoppe Michel et puis hop, on fait ce plan-là, où ça a toujours été très spontané dans la captation. Ça, c'est ce qu'on aurait bien aimé. On s'imaginait que Michel allait jouer le jeu, qu'il allait s'arrêter, qu'il allait s'intéresser à nous, etc. Mais Michel était dans son parcours et donc finalement, on courait après lui parce qu'il allait très, très vite avec son vélo. Alors, on prenait un peu d'avance et on attendait que Michel passe. Donc, effectivement, on posait la caméra, on attendait et Michel passait. Alors, parfois, il passait au bon moment avec le bon nuage. Et ça donnait les jolis plans que vous avez vus. Mais finalement, non, il n'y a pas de scénarisation dans le film.
c'est vraiment un film qui a été fait avec l'instinct, avec le moment qui passe et qui se déroule. On n'a pas provoqué des crevaisons, on n'a pas provoqué, je sais pas moi, des problèmes avec qui que ce soit. Tout ça s'est fait avec chaque moment. Bon, Michel vous racontera qu'il en avait marre qu'on se mette au-dessus des côtes parce qu'on se dit au moins comme ça, il aura le visage un peu en sueur plutôt que d'avoir un peu de facilité toujours. Mais sinon, non, la route 66 n'est pas plate, hein, elle n'est ni droite ni plate. Et voilà, c'est comme ça. Donc, pour avoir une belle perspective, on préférait se mettre en haut parce qu'au moins comme ça, on pouvait le voir arriver. C'est beaucoup plus joli. Mais de l'autre côté, on me voyait pédaler pour aider le moteur et en se disant, tiens, le système ne fonctionne pas. En réalité, il y a plein d'endroits où on me voit pédaler, etc. Même des fois pédaler dans le vide. Pourquoi? Pour donner simplement du fait que j'avais une remorque d'à peu près 3 mètres carrés, un peu plus de 3 mètres carrés derrière moi. C'est moi qui devais donner le mouvement de cette remorque. Parce que si vous ne donnez pas le mouvement de cette remorque, c'est la remorque qui vous donne le mouvement. Et là, ça devient dangereux. Donc, des fois, je pédalais simplement dans le vide, je laissais faire le moteur et je montais à 32 km/h et allez, pour un petit véhicule comme ça, etc., c'était quand même relativement rapide. Je pouvais monter plus haut, mais simplement, c'est la loi américaine qui me permettait qui me disait de rester en dessous de 32 km/h. Parce qu'au-dessus de 32 km/h, il faut faire des crash tests, construire 3 véhicules comme ça, l'immatriculer, là, on devient une moto. Et tandis qu'en dessous de 20 miles à l'heure, c'est-à-dire 32 km/h, on peut faire plus ou moins ce qu'on a envie. On a l'impression que c'était très facile pour Michel, mais il faut quand même se rendre compte que ce véhicule est extrêmement lourd. La remorque est très, très lourde. Et c'est un vrai défi physique. Outre le défi technologique, c'est un vrai défi physique que Michel a fait. 4000 km en moins de 60 jours, c'est énorme. Et nous-mêmes, parce que certaines personnes de l'équipe ont testé le vélo, on se demande toujours comment est-ce qu'il y est parvenu, mais il est arrivé sans aucun souci. Oui, et d'ailleurs, il y a cette phrase, hein, c'est finalement, vous dites, je ne fais pas 4000 km, je fais 60 km par jour. On a parfois l'impression que c'est pour ne pas se démoraliser ou en tout cas pour se dire, j'y vais pépère. Non, c'est 60 miles. Oui, c'est ça. Et parfois, on se dit, le fait de dire je ne fais pas 4000, je fais par petits bouts, ça me donne l'impression que je prends mon temps, je veux vraiment faire les choses. Voilà, mon challenge, ce n'est pas les 4000 en 60 jours, je ne veux pas la pression des 4000 en 60 jours, mais je prends mon temps de faire mes 60 miles par jour. On a l'impression que vous relativisez un peu dans pas dire la portée du temps, mais que voilà, chaque étape a besoin de son espace et de son temps et que vous vous accordez ce temps-là. Mais c'est peut-être pas comme ça que je devais l'interpréter. Ben, c'est pas vraiment ça, simplement quand vous vous dites bon, je vais partir de chez vous jusqu'à par exemple Marseille, on se dit voilà, je vais faire 1000 km, catastrophe, etc. Mais non, si vous faites 10 jours, 10 fois 100 km, eh ben, vous allez faire que 100 km, puis 100 km, puis 100 km, puis 100 km, et vous allez y arriver. Tandis que si vous partez déjà du principe que oh là, 1000 km, etc., je n'y arriverai jamais, vous n'y arriverez pas. Bon, il avait quand même une pression de la part de sa femme hein, qui réservait les hôtels, donc il fallait absolument qu'il pédale avant le coucher du soleil pour arriver à l'hôtel. Et ça, c'est vrai que vous la filmez très bien, hein, cette complicité qu'a Michel avec Laure. On la voit, elle est très discrète, mais en même temps, elle est présente aussi dans le documentaire. Et vous avez laissé la place à cette histoire de couple, au fait qu'elle a envie de porter son rêve jusqu'au bout. Et ça, c'est très touchant. Mais elle est un élément totalement important et indispensable au rêve de Michel, c'est-à-dire qu'elle fait toute la logistique. Et donc, pour pouvoir laisser l'espace à Michel à réaliser son exploit physique et technologique, il faut bien évidemment que la gestion derrière soit faite, qu'il puisse se reposer la nuit, trouver l'hôtel. On ne va pas commencer à 17h à se dire alors, on est ici, où est-ce qu'il y a un hôtel, on va prendre le guide. Non, il fallait que ce soit géré. Et pour nous, en tant qu'équipe technique, c'était très important également parce que ça nous permettait également de ne pas du tout devoir gérer ça. C'était géré et
Laure est un personnage très important, bien sûr. Et qui a guidé votre propre vie durant 2 mois, finalement, parce que vous êtes parti aussi ces 60 jours. Ah oui, on était là le premier jour et on est resté là jusqu'au dernier jour et tous les jours qu'on a pu rester à Los Angeles, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et la boucle est vraiment magnifiquement bouclée avec cette musique d'introduction de Ride et puis finalement le ride du roller coaster de Santa Monica. Je trouvais que c'était très beau. La boucle était fabuleusement bouclée dans votre documentaire. Oui, et également la deuxième boucle, également bouclée avec l'introduction du fait que Michel a fait ses prototypes avec son neveu, neveu qui finalement ne décide de ne pas faire le voyage avec lui, mais qui lui réserve une surprise à la fin de son voyage. Et ça, c'était très, très beau également, oui. C'est vraiment très touchant parce qu'il y a vraiment cette part d'humanité qui se dégage du documentaire, c'est-à-dire les retrouvailles, on sent vraiment tout ça, toute cette importance que tous les maillons de la chaîne soient mis les uns à côté des autres. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas juste un documentaire sur un projet fou qui a duré un certain temps de préparation et sur place. Il y a vraiment ce souhait de mettre chacun en avant. Il y a une vraie belle humanité qui s'en dégage. On a voulu, dans le montage, effectivement, réaliser quelque chose de très humain entre le personnage de Michel, son couple avec Laure, les rencontres que l'on a capturées de ces Américains, le neveu, il y a effectivement une très belle aventure humaine. Et dans les projections qu'on en a déjà faites, c'est effectivement ce qui ressort très très fort, c'est ce côté humain et l'émotion que l'on peut retirer du film dans ce côté humain. Et vous avez d'ailleurs proposé ce film dans de nombreux festivals. Alors certains auxquels vous n'avez pas pu vous rendre, il y a quand même un événement majeur, je crois qu'on peut en parler, c'est cette fameuse projection au Chinese Theatre. C'est quand même quelque chose de savoir que votre documentaire et votre histoire à vous, Michel, est projetée là dans un cinéma emblématique. C'est incroyable. Oui, mais c'est plus que mon rêve, vraiment. Et je suis un peu frustré parce que quand j'ai appris que je ne pouvais pas y aller parce qu'on m'interdisait de rentrer sur le territoire américain pour aller, parce que j'y allais coûte que coûte. Hein. En temps normal, j'aurais fait tout et n'importe quoi pour arriver. Rien que voir ma tête en grand et voir la tête de Bill en grand dans le cinéma le plus mythique de la Terre, vraiment. Et qu'on ait un award ou qu'on n'ait pas d'award, etc., rien que le fait d'être là, pour moi, c'était waouh. Et là, on m'a interdit. Là, avec mes collègues de travail, j'étais chercher une bonne bouteille de champagne. Ce jour-là, j'ai partagé. Et le lundi, quand j'ai appris qu'on avait un prix, là, je me suis effondré. Je me suis effondré en larmes. Là. Meilleur film en langue. Meilleur film étranger. Oui, c'est fou. Et dans d'autres festivals aussi, je pense. Il y a eu dans un festival Spa d'Amérique du Sud où vous avez reçu aussi d'autres prix dans d'autres grands festivals. On a reçu 5 prix au total, 2 prix en Inde, un prix en Italie du meilleur réalisateur, un prix en République tchèque du meilleur long métrage documentaire, donc le prix à Los Angeles du meilleur long métrage documentaire en langue étrangère. Et les 2 prix en Inde, donc effectivement. Oui. Et 13 sélections au total en festival. Donc ce qui est assez bien. On est plutôt content. Oui, surtout que l'histoire ne fait que commencer parce que finalement ici on est dans le mois du documentaire, donc le film va seulement faire sa place dans notre pays à nous. Hein. J'imagine que ça va probablement vous amener vers d'autres étapes qui sont peut-être d'autres festivals ou peut-être d'autres événements, qui sait. Donc pour l'instant effectivement, donc ce qu'on a prévu c'est de l'inscrire au mois du doc, donc on a pas mal de diffusions dans ce cadre-là. Il y en a 4 ou 5. Ensuite, il continue sa vie en décembre, en février, en mars. Il y a différentes projections qui sont déjà planifiées. Et effectivement, après, on va continuer avec les distributeurs à voir où on peut le diffuser, que ce soit sur des plateformes ou en télévision, bien évidemment également. Est-ce qu'il est prévu que vous sortiez un beau livre, par exemple, sur votre site à vous, Mister Emma? Il y a énormément de photos que vous avez prises. C'est prévu de faire une espèce de roadbook papier? Donc, en fait, les éditions du CEP ont
édité ce livre qui est le recueil de photos des tournages. Donc, on avait un peu le temps, sur le temps que Michel pédalait, pour prendre de belles photos. Et donc, ce livre est un recueil de photographies que j'ai prises sur tout le long du parcours. Je considère qu'il y a un triptyque quelque part parce que il y a une petite chronique dans ce livre qui raconte la préparation du tournage, qui est donc une fiction, qui donne référence alors sur mon site MrEmma.com aux chroniques que j'ai écrites au quotidien lors du tournage. On peut vivre vraiment l'aventure au quotidien avec les photos, ce qu'on a vécu, etc., toutes nos joies et nos crispations. Et puis il y a le film en troisième partie. Et vous, Michel, l'envie de vous remettre en selle, et quel est votre projet à venir, votre envie future? Le projet, c'est de faire mon proto numéro 4, c'est-à-dire un système, c'est un véhicule qui ressemblera à une grosse moto sans remorque et que vous laissez à l'extérieur, qui s'autocharge. Pendant que vous êtes ici au travail ou quoi que ce soit, automatiquement, il s'autocharge à l'extérieur. Montez dessus. Même s'il fait nuit, vous saurez rouler 100 km dans le noir, donc uniquement sur batterie, etc. Et pendant la journée, vous roulerez en même temps avec des panneaux solaires, en même temps avec les batteries, et ça s'autocharge, c'est-à-dire vous le laissez tout le temps à l'extérieur, et automatiquement ça se charge. Bon, chez nous en Belgique, là, il faudrait penser à pendant 2-3 mois de l'année à le mettre sur l'électricité, etc. Mais d'après moi, au sud de Lyon et toute l'Afrique, etc., on sera roulé tous les jours de l'année et ce, gratuitement. Mm-hmm. Finalement, on a Nicolas Vanier qui a fait sa traversée de la Sibérie avec ses petits chiens, et nous, on pourra dire qu'on a notre porte-étendard de la cause, et nous, ce sera notre Michel Voros qui aura fait la traversée des États-Unis, pays du pétrole quand même, sur son vélo. C'est quand même fabuleux. Oui, mais j'avais peur aussi, c'est quand on est passé du côté de l'Oklahoma ou du Texas, où ce sont des oilers, c'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent dans le pétrole. Et là, je me suis dit, je vais me faire passer pour l'écolo du quartier, etc. C'est des bouts de derrick sur la tête, etc. Et pas du tout. Ce sont des gens qui se sont dit, écoutez, nous, on vit que le pétrole à l'heure actuelle, etc. Mais nos enfants, nos petits-enfants, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'énergie fossile, etc. Il faudra trouver une solution. Et c'est peut-être une des solutions. C'est peut-être pas la solution, mais c'est peut-être une des solutions. Et vraiment, ils m'ont respecté. Sur tout le trajet, on a dormi 39 nuits dans des hôtels gratuitement. Génial. On a dormi dans des très, très, très grandes chaînes, etc. Et tout ça, rien que pour voir Michel et son vélo. Hein. Donc, c'était vraiment un intérêt marqué par rapport à cette aventure. En plein milieu d'un très, très, très grand hôtel avec mon vélo solaire, etc. Et tous des trucs comme ça que l'on ne voit pas dans le film. Mais bon, c'était très, très drôle, quoi. Et justement, pour qui voudrait voir votre film, alors, Christophe, il y a des avant-premières là, qui sont prévues en Belgique là, tout prochainement. Donc, la prochaine, c'est le Plaza à Mons. Voilà, donc au Plaza Art à Mons le 16 novembre à 20h. Vous pouvez également à Bruxelles, alors il y aura des projections le 29 novembre au Cinéma Palace et le lendemain, le 30 novembre, à la bibliothèque Ducle, le Phare. Donc ça, c'est à 19h. Et puis, le 2 décembre, le film sera également diffusé à Tournai. Et puis, alors, on passe en 2022. Il y aura des dates le 25 février à Viroinval et en mars, je ne sais plus la date exacte, au Cinéma Chaplin. Mais si vous allez sur MrEmma.com, il y a un article sur le site, sur le film, et vous pouvez avoir toutes les dates des projections. Et si vous allez sur le site du Mois du Doc, vous avez bien évidemment toutes les projections qui ont un rapport avec le Mois du Doc également.
Et peut-être que vous aurez le machin écolo ou peut-être le Magritte du documentaire. Alors, on n'aura pas le Magritte du documentaire parce que pour être au Magritte, il faut que le film soit diffusé dans des festivals reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc ce que nous n'avons pas eu. Ah, oui. Donc ça, on ne l'aura pas. Et le machin, ben, je ne sais pas parce que je pense que les organisateurs en ont marre d'organiser les machins et je pense que les machins s'arrêtent. Ah. Et donc, la Covid aura eu raison de nous. Aïe, Voilà. aïe. Mais ce n'est pas grave parce que on sait qu'on est dans le bon avec Michel avec son vélo et nous avec notre film, et donc c'est le principal. Mais en tout cas, vraiment merci pour ce très très beau film hein, qu'on espère pouvoir voir un maximum de nos cinémas d'art et essai parce qu'il vaut vraiment la peine pour toute la générosité, la tendresse et l'humanité que vous y avez mise. Et puis j'ai envie de dire un gros, un maximum de good vibes pour vos projets à chacun parce que je pense qu'il y a encore de belles valeurs à défendre et vous êtes deux fabuleux défenseurs des valeurs de notre savoir-faire. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, une bonne après-midi. Bon Merci. après-midi également. Merci, au revoir.